Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, le dernier de la saison. C'est la fin du Final Four, on vient de regarder la finale. On n'a pas regardé le match de la 3ème place, faut pas être bête. Il y a beaucoup de choses à dire, on va débriefer les demi-finales, on va débriefer la finale, on va un peu donner notre avis. Il y a quelques news aussi, notamment des transferts qui sont sortis. Je suis avec mon gars Brad qui va m'accompagner. Il a dit on s'est mis en noir pour le deuil de Monaco, l'enterrement de Monaco. Moi je ne partage pas ce propos. Ça va, t'es en forme? Ouais, ça va. Passe un bon week-end? Ouais, tranquillement. Vous avez gagné? Franchement. Non, on a perdu. C'est bien. On a perdu. On peut pas compter sur vous pour pas trop merveiller. On a perdu de 6. On a joué à 6. Et on a perdu de 6. On a fait un bon match, hein, franchement. On a fait un vrai bon match. J'ai fait un vrai bon match aussi. Mais sur la fin, on était un peu court. Manque d'effectifs et de profondeur. Ok. Très bien. Eh ben écoute, moi je vais pas raconter mon week-end parce que même si on a gagné, on s'en fout puisque de toute façon on a des crabes à monter. Voilà, Donc voilà. On va passer directement sur ce qui est intéressant, à savoir l'Euroleague. Et donc on va tout de suite parler des demi-finales. Je crois que c'était les news. Les news c'est plus pour la fin parce que D'accord. franchement je pense qu'il y aura des trucs à dire. Donc Ok. on va garder les news pour la fin. Merci. On va partir sur le débrief des demi-finales. Monaco avait sur sa route l'ogre de l'Olympiakos qui avait fini premier de la saison régulière. On sait qu'il y a une malédiction sur le premier de la saison régulière et la malédiction a toujours été présente. Monaco qui a sorti franchement une performance de très gros calibre. J'étais très impressionné par la demi-finale de Monaco. Est-ce que tu dirais que c'est plus Monaco qui a gagné ou est-ce que c'est plus l'Olympiakos qui a perdu? Les deux. Les deux. Franchement, les deux, c'est ce que je te disais. Je trouve que Monaco a sorti une performance vraiment collective et individuelle de très haut niveau. Mike James a été monstrueux, mais pas que. Même j'ai été des fois, il y a eu des petits ratés, mais il a montré qu'il était présent. Alpha Diallo, Strazel, grand monsieur, démarré dans le 5 en demi-finale. Et démarrer aussi dans le 5 pour la finale. Donc non, je trouvais que Monaco a été vraiment très constant. Ils ont été très forts, notamment aussi défensivement. Je trouve que le carton, et je crois que c'est le 3e carton de mémoire défensivement, ce que Monaco propose, c'est assez impressionnant. Et avant d'aller sur l'autre équipe, voilà, ils ont montré pourquoi et comment ils en sont aussi arrivés à là. Et ils ont montré une chose, et j'étais très content pour ça, c'est que ils avaient appris. Ils avaient appris des années précédentes, ils avaient appris de toutes les fois où ils ont perdu en match 5, où ils ont perdu sur la demi-finale, où ils ont perdu parce qu'ils se mangeaient des runs de 22-2. Ils ont appris et là, ils ont été l'agresseur et non l'agressé. Donc, je suis content. Mais en même temps, comme tu l'as très justement dit, je trouve que Monaco a fait un super match, mais à l'inverse, Olympiakos m'a déçu. Je trouve que collectivement, ils ont fait un match catastrophique. Et je pèse mes mots, c'est vraiment catastrophique. 10 passes, 14 pertes de balles, 5 sur 27 à 3 points. Donc 18%. dramatique à rater des petites choses, même sur des doubles pas, des choses qu'on les voit rarement rater, collectivement, que ce soit Thomas Walkup, Nigel Williams-Goss, Milutinov, franchement, ils ont été dramatiques. Non, il n'y a pas un autre blaze, genre. De quoi? Les gens qui sont dramatiques, là. T'as dit Milutinov, Thomas Walkup, Nigel Williams-Goss. T'as pas oublié un blaze, là, Sur... à l'Olympiakos. Si, Vezenkov. Ah ouais, mais tu l'as pas dit. Oui, mais j'allais y venir. Ah ok, Mais d'accord. non, mais parce que j'allais dire justement... My bad, on n'est pas encore professionnel. Non, t'inquiète. Non, mais j'allais dire que sur la paire des deux joueurs qu'on attend, il n'y en a que un qui a performé. Et Evan Fournier, je le sors du lot de cette paire-là, parce qu'habituellement, c'est la paire Fournier-Vezenkov qui amène l'Olympiakos assez loin. Evan Fournier, on n'a absolument rien à lui reprocher sur ce match-là. Il termine à 31, c'est ça, 31 points. Avec des sacrés pourcentages. Avec des sacrés pourcentages, 6 sur 9 à 2 points, 4 sur 9 à 3 points, 7 sur 9 au lancer franc, il fait 27 dévals en 35 minutes, donc il sort pas beaucoup. Il a été héroïque, avec du cœur, du physique, de l'énergie. Ça, c'est un petit shout-out à tous ceux qui disaient Evan Fournier ne peut plus jouer au basket, je vais pas faire de doigts, mais croyez-moi, on est ensemble. Moi, je le fais pour toi. Hein. Voilà, on est ensemble parce que il a montré pourquoi il était ce joueur, il a montré qui il était une fois de plus, que quand il était en rythme, bah forcément c'est un joueur différent et cette saison il a apporté beaucoup. Et maintenant on peut aller sur Sacha Vezenkov. La performance de Sacha Vezenkov, elle est dramatique et elle est inacceptable en demi-finale de la part d'un ancien MVP d'Euroleague.
Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé que c'était catastrophique. Il a rien apporté, il a rien pu transmettre, il a raté des petites choses qui étaient à lui, il s'est entêté sur du tir extérieur alors que ça rentrait pas. Notamment à 3 points, il fait 0,6. Voilà, il fait 0,6. Je suis très déçu de sa performance. Après, moi, il y a quand même un truc que je veux dire sur Sacha Vezenkov, c'est que c'est un joueur qui se nourrit d'un bon collectif. Oui. Et là, Monaco a tellement bien défendu. Moi, je veux mettre un shout-out à Jarrod Blossomgame. Le match défensif qu'il fait, et même le Final Four défensif qu'il fait, mais pour parler de la demi-finale, il a mis Vezenkov dans sa poche. Vezenkov qui prend 6 tirs, c'est très peu. Qui prend 8 tirs, je crois. 10 tirs. Il fait 2 sur 4 à 2 points, c'est ça ? Oui. 2 sur 4 à 2 points et 0,6 à 3 points. Il tire quelques lancers, il l'a vraiment éteint. Tous les tirs à 3 points, tu dis qu'il ne met pas dedans, mais il a eu très très peu de tirs ouverts. Je me souviens, les 3 premiers tirs à 3 points qu'il prend, c'est dans les 3 premières minutes et c'est des tirs qui sont vraiment contestés. Alors, c'est des tirs qu'il peut mettre. On l'a vu notamment, ça me rappelle son début de match face au Paris Basketball. Mais là, ils ont été dans son short. Jarrod Blossomgame, quel impact. De toute façon, j'ai 2 soldats à retirer sur ce match-là. Alpha Diallo, Jarrod Blossomgame. Défensivement, ce qu'ils ont proposé, c'était incroyable. Alors oui, il y avait Evan Fournier qui a mis, par des exploits, par des tirs exceptionnels, par du drive, fort sur sa main droite, etc. On ne l'avait pas vu, c'est son season high en termes de points. Mais Monaco, ce qu'ils ont proposé défensivement, c'était vraiment exceptionnel. Ils étaient partout et ça a commencé par Mike James qui a fait les efforts, qui était dans les rotations. Tout le monde était concerné, tout le monde était concerné aussi par le rebond. Alors oui, l'Olympiakos s'est troué sur l'adresse extérieure. Ils ont gâché quelques cartouches. Ils font 5 sur 27 à 3 points, on l'a dit. Mais sur les 27 tirs à 3 points, t'en as pas 20 qui sont ouverts. Hein. La plupart, c'est des tirs qui sont difficiles. Et c'est marrant parce que j'ai écouté le podcast de Basket News et il disait qu'en gros, Monaco avait joué comme l'Olympiakos, parce que Monaco fait 21 passes d'ess pour 14 pertes de balles. On a vu des actions de très beaux baskets qui sont typiques de l'Olympiakos normalement, avec une balle en bas, un renversement, une extra passe, un tir à 3 points ouvert. Et je me souviens, quand on a fait la preview, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai dit, c'est des équipes qui pour moi sont similaires. Monaco était une équipe hyper individualiste qui avec Spanoulis a commencé à produire du beau jeu, et l'Olympiakos était une équipe hyper collective qui avec Evan Fournier a commencé à avoir un jeu un peu plus individualiste. Et je ne tire pas sur Evan Fournier, tu t'adaptes aux joueurs que tu as. Mais là, on a vu un Olympiakos qui n'a rien proposé offensivement. Mousfal, aucun impact, ni sur du scoring, ni sur de la passe. Ils font que 10 passes décisives. Thomas Walkup, alors ça, on va pouvoir parler de Barzokas. Qu'est-ce que Thomas Walkup fout sur le terrain ? C'est bien beau de défendre. Au bout d'un moment, il faut aussi être capable de mettre des points. Quand tu as Evan Fournier qui a 409 à 3 points, Nigel Williams-Goss qui a 1 sur 5, et il n'y a pas un autre mec dans l'équipe qui a mis un tir à 3 points. Thomas Walkup, 21 minutes, 2 points, 0 sur 2 à 3 points, 4 dévals, moins 4 de plus-minus. Tu vas me dire, oui, il fait 2 passes décisives, 3 rebonds, super. T'as pas besoin de ça. Franchement, t'as pas besoin de ça. Fais jouer plus Saben Lee, il t'a montré des trucs. Fais jouer plus Vildoza, il joue 6 minutes. T'avais besoin de scoring. Fais jouer McKissick. McKissick, il joue 3 minutes. Il a pris un tir. Je suis désolé. On adore Barzokas, on a loué ce qu'il a souvent fait avec son équipe. Là, sur ce match-là, les rotations, elles sont incompréhensibles. Je comprends que Sacha Vezenkov, c'est ton MVP, c'est ton go-to guy, etc. Quand tu vois que Alec Peters, avec la saison qu'il fait l'année dernière, et même si on ne va pas en parler, le match de la 3e place qu'il fait, là, il joue 10 minutes. Voilà, essaye de trouver quelque chose. Papa Nicolas aussi qui s'est caché, 2 points. L'Olympiakos est passé au travers, mais moi je trouve que c'est quand même crédit à l'agressivité défensive de Monaco. J'ai rarement vu Monaco défendre comme ça. Tu sais, la seule défense que j'ai vue comme ça cette année, en tout cas qui m'a marqué, c'était la défense, mais peut-être que ça ne va pas te parler, c'était un match du Paris Basketball contre le Maccabi Tel Aviv, où ils ont fait un run à l'extérieur, où ils ont fait un run dans le 3e quart-temps. Le Maccabi ne pouvait pas passer la ligne médiane. Ils avaient que de la contre-attaque. Et vraiment, là, j'ai vu Monaco éteindre l'Olympiakos. C'est pas chose facile. Je rappelle quand même que tu avais dit que l'Olympiakos allait passer, j'avais dit Monaco. Mais c'était... Évidemment, l'Olympiakos était grandissime favori. Tout le monde voyait une finale grecque. Et voilà, bravo à Monaco de s'être qualifié. Première finale pour Mike James. Un petit mot pour Mathieu Strazel qui, comme tu as dit, grand monsieur,
22 ans, titulaire d'une équipe qui fait finale de Final Four. Voilà, l'avenir est radieux. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Franchement, en tout cas, je pense que tu as très bien résumé. On n'a pas besoin de s'étendre pendant 1000 ans. L'Olympiakos aura besoin de bien réfléchir la saison prochaine sur ce qui leur a manqué. Je pense que tu dois avoir une réflexion autour de Makisic. Voilà. Apparemment, il a annoncé qu'il veut prendre sa retraite. Potentiellement, tu sais que Taylor Dorsey, tu vas le libérer. Tu sais que on va annoncer des annonces, on va annoncer des annonces. En tout cas, on va annoncer des news et il y a des joueurs qui vont partir, donc aussi des joueurs qui vont arriver. Et donc, tu te renforces. Mais je pense que si... Je te renforce à voir. Hein. Mais tu te renforces, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qui va leur manquer, c'est toujours de la création. Et après, tu es censé récupérer Keenan Evans. Et c'est ce que j'allais dire. Pour 3 ans. Et il est censé t'apporter cette création qui te manque, création pour les autres et pour lui-même, ce qu'il est parfaitement capable de faire, parce qu'on l'a vu là, autant le jeu de l'Olympiakos est capable d'être très léché, autant là ils ont manqué de création et de créativité du coup sur cette demi-finale. Ouais, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ton MVP sur ce match, évidemment. Evan Fournier. Non, Alpha Diallo, faut pas être bête. Quel impact offensif et défensif. Franchement, ce mec-là, il a vraiment passé un cap qui vient d'être prolongé d'ailleurs par Monaco. Donc, ils ont bien fait. On passe à la deuxième demi-finale. Le Pana face au Fener. Ouais. On avait tous les deux vu le Fener passer. Oui. Et en effet, c'est le Fener qui s'est imposé. On a fait bon. Ah oui, juste un petit point sur la deuxième... sur la première demi-finale dont on a parlé, qui était donc le deuxième match. Squeak. T'as vu, on paye l'abonnement. T'as vu... Si tu mets des trucs en replay, sinon on prend l'IPTV si c'est pour regarder en direct. Si tu mets des trucs en replay, fais en sorte de ne pas spoiler. J'ai déjà dit, vous mettez les images des mecs qui ont gagné, etc. Ok, maintenant quand je suis sur mon truc, je cache mon écran et tout pour pas voir. Quand le match est terminé, qu'il n'est pas encore disponible, je ne sais pas pourquoi, sur la plateforme, que tu cliques sur le direct, que le direct a écrit 0-0-1, et que tu vas dans la catégorie Euroleague, et que dans le prochain match à venir, il y a écrit Fenerbahçe Monaco, alors que tu n'as pas vu le match, bah ça fout un peu la rage, tu vois. Ça fout un peu la rage. Alors j'ai quand même pris du plaisir à regarder Monaco Olympiakos, parce que bah voilà, Monaco a performé et tout, j'étais content. Mais chef, je sais pas, c'est pas compliqué, le League Pass, ils ont fait un truc no spoil. Bah tu mets pas de spoil. Pourquoi tu vas mettre dans la catégorie où il y a les replays, le prochain match? Si t'es dans les replays, tu veux pas voir les prochains matchs? Putain, mets un truc agenda et si on veut voir, on va dessus. Bref, c'était mon petit coup de gueule sur Squeak. Revenons sur Pana Fener. Quelque chose à dire sur Ergin Ataman peut-être? Je pense que le Panathinaikos a montré la grande équipe que c'était grâce à leur... Je mens, bien sûr, bien entendu qu'on ne va pas commencer cette émission et cette vidéo sur le Pana comme ça. On va juste dire bravo, Ergin Ataman, pour les conneries que tu nous as chié dessus durant ce Final Four, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. On peut incriminer les joueurs et on le fera par la suite. On va bien y arriver, mais en tête de proue, c'est censé être le coach. Dans ce que tu as proposé, dans ce que tu as mis en place, bah, j'ai beaucoup aimé ton adaptation. Ah, spoiler, on me dit qu'il n'y en avait pas d'adaptation. Rien qui est proposé, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça veut dire Kendrick Nunn qui est bien défendu ou autre, voilà, tu laisses Kendrick Nunn sur le terrain, il a 4 fautes, il prend sa 5e à 5 minutes de la fin, bravo pour le coaching, c'est super, au bout d'un moment... Et il prend une technique derrière. Je dis très souvent, oui, il faut féliciter les coachs quand ils ont gagné. L'an passé, tu as gagné, on peut rien te dire. Cette année, on est là pour te détruire, bien entendu. Parce que non, mais moi, tu vois, j'étais pas d'accord avec ça. Hein. Oui, mais tu es obligé de donner du crédit, même si le style n'y était pas, tu es obligé de donner du crédit à un coach qui a gagné. On peut pas lui dire, ah bah ouais, t'as gagné, mais c'est pas possible, il a gagné, point. C'est juste ça. Là, cette année, tu n'as pas gagné, et on a vu les limites de ton effectif. On a vu les limites de ton équipe, on a vu pourquoi tu n'as pas été jusqu'en finale. Déjà, sur la fin de saison, c'était assez balbutiant. Déjà, au niveau des playoffs, ça a été très, très compliqué par rapport à l'EFES, et on le disait très bien. Ils passeront au niveau du 5e match en 5, mais ça va être compliqué, et c'est ce qui s'est passé. Tu t'es fait attraper dès les demi-finales du Final Four par un Fener qui était beaucoup plus structuré. Jasikevičius, bravo, grand monsieur, et moi, comme je l'ai dit depuis qu'ils ont remis en place
leur tête en place là depuis la deuxième partie de saison, bah, il a eu des adaptations. Et sur cette demi-finale, il a montré des adaptations. Le jeu, il est plus léché, plus de percussions, plus de jeu d'équipe. Il y a moins de 1 contre 1. Il force le Pana à jouer sur Kendrick Nunn du 1 contre 1. Et bah, très bien, joue du 1 contre 1, mais les autres, ils ont été inexistants. Ça veut dire que quand tu regardes le match, et c'est un joueur ô grand bien que j'aime beaucoup, mais le match de, comment il s'appelle, de Juancho Hernán-Gómez est à l'image du Pana, c'est-à-dire catastrophique. Juancho, son match, il joue 29 minutes, il fait 5 points, 1 sur 3 à 2 points. Oui, c'est ça, et 1 sur 1 à 2 points. 5 rebonds, mais il est inexistant, on le voit pas. Mathias Le Sort, tu l'as fait jouer 14 minutes, il a mis 7 points, il est rentré, il a apporté. De toute façon, on va pas... Non, c'est pas pour tirer dessus, mais c'est juste pour te montrer. Enfin, au bout d'un moment, si on attend sur Mathias Le Sort qu'il soit extrêmement bon pour que tu puisses gagner, c'est qu'il y a un problème. Lorenzo Brown, j'aime pas envie d'en parler. Sloukas. Le match de Sloukas, il joue 15 minutes, il fait 1 sur 3 à 2 points. Il fait des tours. Il fait des tours. Moi, celui que je veux vraiment, auquel je veux dire bravo, c'est comment il s'appelle ? Osman. Non, J. Osman, il a fait un bon match, mais c'est Jaren Grant. Jaren Grant, j'ai beaucoup aimé son match, et Osman aussi, j'ai aimé son match. C'est les deux que je félicite, parce que pour ce qu'ils ont pu apporter. Et même si Kendrick Nunn, il fait 19 points, ça, c'est en trompe-l'œil. En fait, c'est pas vraiment en trompe-l'œil, c'est juste qu'il s'est réveillé. C'est lui qui ramène le Pana quand même avant la mi-temps, parce que normalement le Fener doit être à plus 10, plus 12. Ils sont que à plus 5, je crois, à la mi-temps, parce que justement, Kendrick Nunn se réveille, met des gros tirs, mais il n'a mis que des gros tirs. Et encore une fois, on en parlait tu me disais qu'il passait pas au travers sur sa série de playoff, il fait 0,5 à 3 points. L'adresse à 3 points a complètement disparu pour Kendrick Nunn depuis qu'il a eu son titre de MVP. Mais il a 25%, je crois. Voilà. Et c'est... Tous les tirs qu'il a mis ont été très bien défendus. Et en fait, moi, c'est sur ça que je veux appuyer. Peut-être qu'on en parlera plus sur la finale. Mais la rigueur de cette équipe du Fenerbahçe, qu'elle soit offensive ou défensive. On parlera de la rigueur défensive dans un second temps, mais pour la rigueur offensive, par exemple. C'est une équipe qui exploite les mismatchs. On a vu sur la demi-finale, le Fener, quand il y avait Mitoglou, quand il y avait Kostas Sloukas, quand il y avait, je ne sais plus c'était qui la troisième personne qui l'attaquait, mais en tout cas, il cherchait systématiquement à attaquer les faibles défenseurs. Tout le temps, peu importe, et on sait que le Fener a énormément d'armes, en plus, c'est des équipes maintenant qui switchent beaucoup, donc il suffit que tu ailles chercher le défenseur que tu veux, ça va switcher. C'était vraiment chirurgical. Voilà, Jursevic, Lucas et Mitoglou. Ils se sont fait mettre dans toutes les attaques et c'était très compliqué pour le Pana. Maintenant, pour revenir sur Ergin Ataman et sur le plan de jeu, en fait, et tu vois, moi ça me fait réfléchir sur le format du Final Four. Oui, l'année dernière, le Pana est champion. Mais en fait, tu arrives au Final Four, tu as 2 matchs à gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça représente la meilleure équipe ? Mais ça n'a jamais été ça. Non, mais ça n'a jamais été ça. C'est pas pour autant que tu peux pas questionner ce fonctionnement. Ce que je veux dire, c'est que on a donné du crédit, enfin surtout toi, tu as donné du crédit à Ergin Ataman l'année dernière parce qu'il a gagné. Quand tu as des joueurs du calibre de Kendrick Nunn, de Kostas Sloukas, moi je me souviens, j'ai été la finale que fait Kostas Sloukas l'année dernière, c'est pas du passing game. Hein. C'est Kostas Sloukas qui met des tirs incroyables. Et en fait, oui, tu gagnes parce qu'il faut 2 matchs et que sur la demi-finale, tu as Mathias Le Sort qui domine. Mais sur une série, tu vois, et on l'a vu, ils étaient en galère contre les Fesses. On a vu l'année dernière, ils étaient en galère contre le Maccabi sans Wade Baldwin. Je trouve que Ergin Ataman est un coach qui n'est pas capable de s'adapter par rapport à Jasikevicius, même Spanoulis, même Barzokas, enfin même plein de coachs qu'on a vu s'adapter au fur et à mesure. Ergin Ataman, je pense que c'est un très bon manager d'hommes. Je pense qu'il arrive à stimuler, il a ses techniques, ses méthodes, mais là encore une fois, il perd, c'est à cause des arbitres, ou il perd, c'est parce qu'il y a des fans de Fenerbahçe qui ont fait du bruit devant son hôtel. Ça y est, chef. Genre, on a vu le match, tu vois, on a vu que tes joueurs n'arrivaient pas à proposer quelque chose en attaque. Et pourquoi ils n'arrivent pas à proposer quelque chose en attaque ? Parce que toute la saison, c'est « Ah, Kendrick Nunn, il est fort, ah là, il fait des 38 points, ouais, des dribbles entre les jambes, ouais, très bien. » Mais pourquoi il a tout ça ? Parce que déjà, tu défends, et ensuite, là, c'est pas pareil, c'est le Final Four, tu vas jouer que des grosses équipes. Les mecs, ils sont préparés. En face, t'as un coach, il a préparé son truc méthodiquement, de manière chirurgicale, comme je l'ai dit, et on a vu la différence. Pour moi, bien sûr, les joueurs sont passés au travers, mais tu vois, tu regardes Kendrick Nunn, il fait quand même 7 sur 10 à 2 points, il a mis des tirs qui sont difficiles, il a juste pas eu d'adresse à 3 points,
mais parce qu'il n'a pas eu de solution, il n'a pas été aidé par son coach. Jerian Grant, c'est pareil. Cedi Osman, il met 23 points, mais lui aussi c'est en trompe-l'œil, parce que le match est fini, à la fin il met des gros tirs pour essayer de revenir et tout, mais c'est en trompe-l'œil. Kostas Lukas, MVP du dernier Final Four, t'as fait je sais pas combien de Final Four. Quelle performance! Vraiment dramatique. Je pense que le retour aussi de Mathias Le Sort n'a pas forcément fait que du bien, parce que du coup la rotation à l'intérieur était un peu perturbée. Entre Yurtseven, entre Wenyen Gabriel, il n'y a personne qui a vraiment eu le temps de s'installer, et on n'a pas pu voir, par exemple, on sait que le Pana des fois appuie très fort sur le rebond offensif, sur la dissuasion près du cercle, et comme ça a beaucoup tourné, Mathias Le Sort rentre et met un gros contre, mais j'ai pas vu l'impact de Wenyen Gabriel. De toute façon j'ai vu une équipe clairement dominée, et voilà. Maintenant pour finir côté Fener, on l'a dit, c'est une équipe qui a énormément d'armes. Moi, j'avais mis Tarik Biberovic en facteur X. Sur ce match-là, qu'est-ce qu'il nous fait, le petit Tarik? Tac. Il fait 15 points, 2 sur 3 à 2 points, 3 sur 6 à 3 points, 2 sur 2 au lancer, 12 dévals en 20 minutes. Mais bon, il y a un joueur quand même que j'attendais pas, mais que toi tu adores. Enfin, je l'adore aussi d'ailleurs, mais je l'attendais pas spécialement. C'est Devon Hall. En 25 minutes, il met 18 points, 3 sur 4 à 2 points, 4 sur 6 à 3 points, 18 dévals. Des gros tirs, et surtout l'impact défensif. Des deux côtés du terrain. Des deux côtés du terrain. Et c'était très intéressant, pour revenir un peu sur ce que Jazzy Kifisius a mis en place. C'était évident que Kendrick Nunn était envoyé sur sa main droite. Oui. Va sur ta main droite. Va mettre des flotteurs difficiles sur ta main droite, ou sinon tu vas prendre des pull-ups. Tu sais, comme les gauchers, on sait que quand ils vont aller à droite, ils vont s'arrêter pour pull-up. On va te contester avec de la taille, parce que le Fener c'est grand. Devon Hall, il a des longs bras. Sinon, c'est Wade Baldwin. T'as que Eric McCollum qui est un peu petit. Et voilà. T'as Khem Birch qui vient sur la rotation au besoin si t'es sur du pic. Donc, non, mais je suis d'accord. Et Eric McCollum qui prend feu. Je crois que c'est dans le troisième quart-temps, qui met 7 points d'affilée pour permettre au Fener de se détacher un petit peu, parce que le Pana était un peu revenu. Donc voilà, gros match du Fener. Wade Baldwin, pas exceptionnel, mais qui met les tirs qu'il faut. Et donc voilà. T'as quelque chose à ajouter sur ce match-là? MVP Devon Hall, on est d'accord? MVP Devon Hall. Et non, j'ai rien à ajouter de plus. Juste, voilà, tu l'as très justement dit, le 1 contre 1 au bout d'un moment, ça, c'est limite. Juste pour finir, Ataman a mis son 5, tu sais, avec Kalazakis. Oui, Kalazakis, Grunt, n'importe quoi. Grant, Gabriel. Cedi Osman. Cedi Osman. Oui. Et c'est qui l'autre? Et Juancho. Il a mis 1 minute. Ouais, parce qu'ils peuvent pas attaquer. Ah, mais quand tu défends fort. Ouais, mais ils sont pas attaqués avec ce 5-là. Alors déjà, ils ont attaqué parce que Jerian Grant est un vrai bon joueur de basket offensif si tu lui donnes des munitions. Et deuxièmement, quand tu défends fort, tu as des points rapides avec de la contre-attaque. Oui, mais... Et là, tu fais jouer 1 minute. Moi, je trouve, avec avec ce que ce 5 t'a apporté sur les playoffs, et même l'année dernière, Kalazakis, le Final Four qu'il te fait, j'ai trouvé ça un peu léger de les mettre 1 minute ensemble. Et après, voilà, on a fini de tirer sur Ergin Ataman. Et j'ai noté Cedi Osman, you're not Aaron Nesmith. Parce qu'il a commencé à mettre 2 tirs à 3 points. Ariel a voulu en mettre un 3e. Il a dit allez, ça c'est une chance sur 1500. Voilà pour cette deuxième demi-finale. Alors, sur le match de la 3e place. Vas-y, ça y est, arrête de mentir, merci. Bravo, l'Olympiakos d'être 3e. Ouais, voilà, ça y est, ils s'en fichent complètement. Pour ceux qui se posent la question, parce que moi, souvent, que ce soit l'année dernière quand on faisait QLS ou cette année, je disais ouais, Monaco, ils ont fait 3e il y a 2 ans quand même, ils ont battu le Barça. Ok. L'année dernière, je suis allé au Final Four à Berlin, j'ai vu le match de la 3e place, j'ai vu l'intensité qu'il y a. Et alors là, j'ai même pas regardé le match. J'ai regardé juste le replay. De toute façon, ils ont fait jouer un mec, je sais même pas c'est qui. Je fais jouer les espoirs, bon, ça y est. Alexandros Samodurov. Alors très bien, il a mis 8 points en match de la 3e place. Je sais pas qui c'est, on l'a jamais vu de la saison. Donc voilà, on va pas parler de ce match. Le c'est 3e, le Pana est 4e. Merci, au revoir. Maintenant, it's time. Le gros match, la grosse finale. Alors, tu penses que qui va gagner? On a vu qui a gagné, hein, donc la victoire du Fener, on l'a vu. Hein, on l'a vu en bonne et due forme. Alors, moi, ce que j'ai à dire, je vais commencer par ça. Le Fener n'a pas bien joué sur la première partie de saison. N'a pas bien joué, et même qu'on a fait le power ranking, de mémoire, Samet, tu pourras me corriger de toute façon dans tous les cas si je dis une bêtise, mais je les ai mis 9e. Je les ai mis 9e parce qu'à ce moment-là, ils ne jouaient pas bien. Ce qui est une réalité, mais je les ai pas mis en dehors du play-in non plus, parce qu'il fallait pas abuser, il y avait le Partizan Belgrade déjà.
Et donc, du coup, c'est une équipe qui ne jouait pas bien, qui avait du mal, mais comme je disais, Well Badwin va revenir, ça va faire du bien. Oz me dit, Well Badwin, il apporte rien de bon, il n'arrive pas à être dans le collectif tel que le Fener se met en place. Mais c'est une équipe qui avait des armes. Moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup parce que souvent, je vois Devon Hall jouer, je vois Tarik Bibirovic, Nigel Davis. Pardon, je reconnais que j'ai oublié, je l'ai pas mis en tant qu'All-Star. C'est bon, ça arrive, les trucs de mémoire. Voilà, on peut passer à autre chose. Je les ai mis 8ème, moi, sur mon power ranking. Ok. Mais à ce moment-là, ils jouaient pas bien. Mais néanmoins, on les a pas sortis des playoffs. On a dit que c'était une équipe qui était plutôt bien construite et que moi, je disais, avec le retour de Will Baldwin, ça peut être dangereux parce que vraiment, s'il réussit à trouver un collectif, se retrouver dans le collectif, à alterner avec Nigel Davis, ça peut aller très loin. Preuve en est, il faut une super partie, une super deuxième partie de saison où ils sont deuxième déjà. Et en plus de ça, ils montrent quoi? Ils montrent qu'ils perdent peu de ballons, qu'ils ont de l'adresse et qu'ils sont, comme tu l'as très justement dit, bien structurés, bien organisés, parce que défensivement, ce qu'ils ont proposé également leur a permis de gagner un bon nombre de matchs. C'est une équipe aussi, pour ajouter sur leur point fort, qui est excellente au rebond offensif, qui est la 3e équipe au rebond offensif sur toute la ligue. Sachant que contre Paris, on l'a vu, ils ont bousillé sur le rebond offensif. Et là, sur le Final Four aussi. Sur la finale, ils prennent 14 rebonds offensifs face à Monaco. Ils en prennent 10 sur la demi-finale. Ça donne énormément de possession. Et souvent, les tirs ils ont tout le monde peut shooter à 3 points dans cette équipe. Et les tirs à 3 points sur rebond offensif, c'est les meilleurs tirs. La balle vient de l'intérieur, t'es dans tes appuis, souvent t'as personne devant toi. T'as juste à viser, quoi. C'est clair. Non, mais c'est clair. Et du coup, le match démarre en sachant qu'on a tout ça en tête. De l'autre côté, on a Monaco qui sort d'un gros match face à l'Olympiakos, on l'a dit, qui ont fait une saison plutôt aussi très bien structurée. Les playoffs sont passés, en tout cas, le quart il est passé, la demi il est passé. Ils arrivent en finale plutôt bien confiants. Qu'est-ce qui se passe sur cette entrée de match? On voit Monaco qui est hyper concentré. Défensivement, les rotations sont en place. Que ce soit Alpha Diallo, que ce soit Blossom Game, franchement, tout est nickel. Mike James, il est dans les attitudes. Strazel, il est dans les attitudes. On n'a aucune inquiétude là-dessus. Ils sont en place. Et c'est même ça. On a un Monaco qui prend le lead, tout simplement, qui prend le lead sur ce premier carton, même si sur la fin du carton, ils sont un peu rattrapés. Il y a 14-5 à un moment. C'est ça. Après, il y a 18-11, un truc comme ça. Voilà, 18-11. Et après, sur la fin du carton, ça termine 20-18. Ouais. Donc 20-18 pour Monaco, mais oui, on sait très bien que le Fener va commencer à revenir, mais je trouve que Monaco est vraiment bien concentré, ça joue bien, ils réussissent à alterner, ils sont pas que tendus 1 contre 1, ils réussissent avec le pick and roll central à pouvoir essayer de trouver un petit peu dans la raquette et aussi avoir de l'alternance sur l'extérieur. Ils défendent extrêmement bien sur Nigel Davis, exactement, qui en termes de stats, alors oui, il prendra le final MVP, mais... Il fait 23 points, 3 sur 11 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points, 14 sur 14 de lancer, 9 rebonds. 7 fautes provoquées. Il va tirer beaucoup de lancers et c'est ça qui va l'aider, mais au tir, ils ont plutôt bien défendu. Donc franchement, sur ce premier quart-temps... Donc quelques lancers un peu généreux. Ouais. On arrive sur le deuxième quart. Deuxième quart, Monaco réaccélère avec de l'adresse. Ils arrivent sur du 27-21 à un moment, 29-21. C'est très tendu le deuxième quart. Hein. Ouais. Ça score pas. De toute façon, c'est pas un match hyper offensif. Hein. Ça score pas beaucoup, mais Monaco trouve les ouvertures et réussit à garder cette petite avance. Et puis vient, à partir de la 3e minute du deuxième quart, là, Monaco commence à s'effondrer. Ils s'effondrent parce que derrière, ils n'arrivent pas à mettre des paniers. Justement, ils retombent un peu dans leur travers. De l'autre côté, le Fener, tu l'as très justement dit, avec les rebonds, ils cassent les couilles, ils viennent prendre des rebonds, ils remontent avec les fautes. En plus de ça, et dans la clôture du carton, elle fait très très mal parce que, tu fais une faute offensive. Derrière, tu prends un panier. En plus de ça, derrière, tu perds le ballon. Tu finis la fin du carton, il y a 38-33 à la mi-temps. Et non. 35-33, pardon. 35-33 à la mi-temps. Et t'es derrière de 2 points alors que t'es devant de 4 à quelques 30-40 de secondes. Donc, quand tu vois cette première mi-temps, tu me diras ce que toi t'en as pensé. Je me dis, Monaco n'est pas loin, mais il y a un peu déjà une première occasion gâchée de se dire on aurait pu terminer devant. Qu'est-ce que toi t'en as pensé déjà sur cette première mi-temps? Alors, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Monaco fait une très bonne entame de match. On voit Mike James on voit Alpha Diallo sur la lignée de sa demi-finale exceptionnelle. Il met un cross sur Nicolo Melli, step back à 3 points, enfin des trucs que tu l'as pas vu faire de la saison. Et c'est hyper tendu. Le deuxième quart-temps, sur les 3-4 premières minutes, personne marque. Beaucoup de maladresse.
pourtant avec des tirs bien amenés, mais en effet, tu commences à voir la défense du Fenerbahçe qui se met en place, qui accepte de switcher surtout et venir aider. Monaco ne trouve pas d'adresse. Et après, voilà, c'est pas cher payé. Enfin, c'est très, je vais pas dire généreux, mais le Fener s'en sort très bien d'être devant à la mi-temps, parce que franchement, sur la première mi-temps, Monaco a proposé un meilleur basket, je trouve. Sauf que maintenant, le basket, c'est pas que faire du beau jeu, c'est aussi la bagarre. Et là, la bagarre, tu l'as dit, au rebond, sur la fin du premier quart-temps, fin du deuxième quart-temps, t'as Kemberge qui va chercher des claquettes, t'as Eric McCollum qui va prendre du rebond et remonter. Donc, ça a fait du mal à Monaco. Deuxième mi-temps commence, on se dit ok, il y a -2, c'est chaud. Et tu te dis t'es à -2, sachant que le Fener n'a pas eu une grosse adresse. Je vais regarder les stats sur le match. Bon, sur le match, ils finissent quand même à 9-22, mais à la mi-temps, je pense pas qu'il soit. En tout cas, il y a Tarik Biberovic qui a pas mis un tir, Nigel Hayes-Davis qui a pas mis un tir. Qui a pas mis un tir à 3 points, mais je sais pas il avait dû en prendre un. Wade Baldwin qui était pas exceptionnel non plus. Tu dis ok. Monaco est dans le truc, mais en même temps, le Fener fait pas un gros match, tu vois. Après, moi, je me suis fait la réflexion, ok, ils ont fait pareil contre l'Olympiakos. On va aussi donner du crédit à Monaco de bien défendre pour que le Fener ne mette pas ses tirs. On arrive dans le troisième quart-temps. Monaco répète le même système, le même play. Alors non, il commence par essayer de faire un genre d'écran non porteur sur Mike James. Donc en gros, Mike James est délesté de la montée de balle, c'est Mathieu Stradel qui monte la balle. Et ensuite, c'est écran sur Mike James pour qu'il se démarque et qu'ensuite qu'il joue un pick and roll. Ça m'a rappelé les plays offensifs de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2023, mais lisible à des kilomètres. Quoi. Tu regardes le truc et du coup, il y avait Devon Hall sur Mike James. Alors oui, il y a eu des fautes, oui, il y a eu c'était ultra physique et tout, mais voilà, il l'a contesté. Monaco, quand ils arrivaient à faire la passe à Mike James, il restait genre 8 ou 9 secondes. Il joue un pick and roll avec Mamjaité ou avec Daniel Theis, ça switchait. Il restait 4 secondes, tu essayes de jouer le mismatch, ça venait fermer, boum. En plus, Mamjaité, je vais pas mettre la faute que sur Mamjaité, mais en fait, il revenait fermer très très fort dans la raquette, et donc ils ont perdu un nombre de balles incalculable sur ce play-là. Et Ali Traoré, qui était au commentaire, l'a bien dit, et il s'est même énervé, il a dit « Arrêtez avec ce système de merde, genre, ça ne marche pas ». Et là, on a vu un peu les limites de Spanoulis. J'ai pas envie non plus de l'incriminer. C'est un jeune coach à ce niveau-là. Je trouve que quand même il a amené Monaco en finale. Je pense pas que Monaco aurait fait la demi-finale qu'ils ont fait sans Spanoulis avec Sacha Obradovic. Mais là, on a vu que Jasikevicius était un cran au-dessus. Et c'est dans ce sens-là que je parlais de rigueur défensive. C'est que le Fener savait ce qu'ils allaient faire. Le Fener savait ce que Monaco allait faire. Ils ont dit, ok, tu veux switcher, tu veux jouer sur les grands, nous punir à l'intérieur parce qu'on joue petit ou avec Méli en 5, pas de souci, vas-y on switch, derrière on ferme la raquette. Et donc, j'avais dit tout au long de la saison, vas-y, va attraper Mike James, laisse Elio Kobo tout seul, laisse Jordan Lloyd tout seul, laisse Mathieu Strazell tout seul. Et qu'est-ce que je te dis ? Je te dis Jordan Lloyd, on peut le laisser tout seul. Spoiler, on l'a laissé tout seul. Jordan Lloyd. Alors je vais mettre les deux dans le même sac. Donc si Jordan Lloyd il met 3 points, ouais. Voilà, mais et il joue moins longtemps. Je vais mettre les deux dans le même sac. Elio Kobo, franchement, c'est un joueur, moi j'adore. On l'a saucé toute la saison. Moi personnellement, j'ai dit que sur le début de saison, c'était lui le MVP de cette équipe. On l'a vu progresser dans la gestion des fins de match. Je rappelle l'année dernière contre le Fener, il a une balle pour partir au Final Four. Il préfère tirer à 3 points. Derrière, il perd en prolongation. C'est le Fener qui passe. Cette année, on l'a vu mettre des tirs au buzzer comme ça avec Monaco. On l'a vu mettre des tirs au buzzer à mi-distance avec l'équipe de France. Il a vraiment grandi, passé un cap, je trouve, sur le niveau de jeu qu'il avait. Il fait un Final Four. Il est pas bon. Et je dirais même plus, il fait des playoffs aussi. Il est pas bon. Ça fait depuis un mois. Et je le vois pas créer de décalage. Je le vois pas trouver son intérieur. Elio Kobo, c'est un super passeur. Alors, on l'a pas vu. Daniel Theis aussi est en dedans. Mais tu vois, Elio Kobo, je me souviens quand il jouait soit avec Donta Hall ou même avec Papagiannis, c'est un joueur qui aime bien aller chercher les joueurs en l'air. Et on l'a vu quand Daniel Theis est arrivé qu'il trouvait pas mal ces joueurs des situations. Mais là, Elio Kobo, la finale qu'il fait, c'est dramatique. Tu vois, moi j'en parlais un peu avec les groupes du COP Parisis. Ils me disaient, ouais, Mike James,
c'est lui le franchise player, il n'a pas performé, il n'a pas été au niveau. Est-ce que toi, quand tu regardes la finale, tu vas me dire que la principale raison de la défaite de Monaco, c'est Mike James? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai 3 problèmes. Le premier, j'ai eu le Kobo, 0 points, 26 minutes, c'est impossible. Tu peux pas gagner un match en Final Four et en finale du Final Four avec un Ile Kobo qui joue. Il fait 5 passes, mais franchement, les 5 passes, tu les vois même pas. Ça des passes sur des extras, sur des tirs à 3 points, des trucs, mais je l'ai pas vu créer un décalage et aller chercher. Il aurait même pu faire 155 passes, je m'en fous complètement. Tu peux pas avoir un Ile Kobo à 0 points. C'est impossible pour gagner un match Après, du si tu Final fais Four. 155 passes, tu gagnes. Non. Normalement. Mais ce que je veux dire, c'est que le rôle d'Ile Kobo, oui, c'est dans la distribution, mais c'est aussi de pouvoir scorer, justement, pour délester la pression qu'il y a autour de Mike James. 0 points, c'est pas possible. Le match de Jordan Lloyd, il est dramatique. 3 points, un moment, parce que je crois que des lancers. Il met ses lancers, exactement. 0 sur 1 à 2 points, 0 sur 2 à 3 points, ce n'est pas possible. Comme je te disais aussi durant le match, et on en a parlé, le match de Nicolas, au bout d'un moment, parce que Nick, ça c'est quand un joueur de basket, on va Il taper. fait 2 passes D, alors 2 très belles passes. Ouais, mais super, À part ça, on s'en fout. tu fais On 13 minutes. t'a pas ramené. L'année dernière, quand il fallait mettre des tirs pour éliminer les gens là, à 45 à 3 points, il pouvait le faire. On l'a pas ramené pour qu'il mette 0 points et faire 2 passes et dire ah ouais, il a fait 2 passes, super. Son gros crâne, là. Au bout d'un moment, il a le droit aussi d'amener son expérience. C'est aussi dans ces moments-là qu'on cherche à avoir de l'expérience pour, une fois de plus, délester Mike James. Oui, on peut critiquer Mike James sur dire oui, mais il a pas été adroit, oui, il a manqué. Mais c'est pas Moi, je ne du critique tout- pas Mike James. C'est pas du tout le premier à Toute aller la critiquer. défense était concentrée sur lui. Exactement. Qu'est-ce que tu veux faire? On Exactement. me dit, ouais, il fait 4 millions, c'est à lui. Ok, il peut s'adapter. Ok, qu'est-ce que Mike James est censé faire? Le coach dit, on joue pick and roll 1-5, ça switch, on cherche les grands. Ok, tu perds 25 fois la balle. Vas-y, ok. Tu joues des 1 contre 1 face aux grands, avec tous les défenseurs qui sont resserrés, Ah oui, mais je qui suis te d'accord. ferment le drive. On l'a vu aller chercher des fautes, on l'a vu mettre des tirs difficiles, mais on l'a vu aussi aller s'empaler dans la défense, parce que c'était le plan défensif du Fener. Vas-y, Elio Kobo, mets des tirs. Vas-y, Gérard Blossengen, mets des tirs. Vas-y, Mathieu Strazel, mets des tirs. Il y mettait pas. Et encore, Mathieu Strazel, il fait 13 points. Bon, allez, on va dire 11 points, parce qu'à la fin, il met un lay-up quand c'est fini, mais 13 points en 17 minutes, 2 sur 5 à 2 points, 2 sur 2 à 3 points, 3 sur 4 au lancer, 3 rebonds, 10 dévals, 3 fautes provoquées, 22 ans, 18 minutes. On adore Mathieu Strazel. Est-ce que c'est son rôle d'être le deuxième meilleur scoreur de cette équipe? Bah non, Elle est troisième, après il y a Alpha Diallo aussi. Et le problème, tu l'as très. De toute façon, le problème, on l'a dit déjà, c'est que Elio Kobo à 0 points, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas gagner un match de basket finale de Final Four quand tu es Monaco avec un Elio Kobo à 0 points en 26 minutes. Oui, il a fait des passes, mais ça te tue. Ah, mais 5 passes, il n'en a pas fait 12 non plus. Oui, mais ça, il a fait des passes, mais ça te tue. Et en plus de ça, c'est son rôle de scoreur. Donc, c'est impossible que tu puisses aller plus loin. Tu peux pas avoir Elio Kobo à 0 points et Jordan Lloyd à 3 points. C'est impossible. Et Amam Jaïté à 1 point, parce que Amam Jaïté, il est capable d'apporter 8 et 5. 8 et 7, tu vois, souvent... Non, mais même Jaïté, il a même pas tant raté. Il fait 0-1 au tir. Ah non, mais je dis pas qu'il rate, je te dis qu'il est capable d'apporter, Oui. parce que des fois, là, on l'a dit plusieurs Mais fois... ça, crédit à l'équipe Vinicius. Mais tout à fait. Comment ils ont bien fermé sûr. la raquette. Mais le Fener, ils ont été très intelligents, ils ont dit si vous devez nous tuer, tuez-nous à 3 points. Moralité, ils ont fait 9-21 à 3 points. 9-22. C'est Monaco qui fait 9-21. Oui, c'est Monaco, je parle. Ah oui, ok. Monaco, ils ont dit si vous voulez nous tuer, tuez-nous à 3 points. Monaco Ce fait qui n'est pas un mauvais pourcentage. 9-21. Ce qui n'est pas un mauvais pourcentage en Heureusement soi. que t'as Alpha Diallo et Strazel qui portent le truc. Quoi. C'est ça, parce que derrière, ils n'arrivaient pas à aller dans la raquette, et de l'autre côté, eux, les autres ont été intelligents, ils ont provoqué des fautes, encore, de la contre-attaque, ils ont mis des tirs durs à un moment, parce que Guduric, il met des tirs durs aussi, ça on peut le dire. Ah, on va aller sur le Fener. Après. Ben, on peut y aller sur le Fener. Moi, je veux juste finir un truc sur Mike James Monaco, quand même. Autant je ne pense pas que Mike James soit la cause principale de la défaite de Monaco, autant il commence très très fort le match, et on l'a vu un peu disparaître sur le deuxième, troisième quart-temps, pour ensuite, non mais pas au deuxième quart-temps, pour ensuite essayer de reprendre un peu les choses en main, mais oui, en étant fatigué, avec une très bonne défense. Au final, il prend quand même 19 tirs, mais je sais pas quelle sensation tu as eu. Moi, je l'ai trouvé, il y a eu un passage où j'ai trouvé, après son gros début de match, où je me suis dit, ah, quand même, Mike James, il est pas forcément là. Tu sais, moi, j'ai eu la sensation d'un joueur qui est cuit, mais dans le sens où, parce que quand tu es ciblé, et je parle pas que de ce match-là, je parle sur les deux matchs,
demi-finale t'es ciblé, même si t'as été plus fort, demi-finale t'es ciblé, finale t'es ciblé, tu sais que les efforts que tu dois faire pour aller chercher la balle, et même plusieurs fois, on voit qu'ils essayent de pousser, etc. pour aller chercher la balle, ça demande de l'énergie pour les remonter, ça demande de l'énergie, tout le monde n'a pas le conditioning de Steph Curry, ça demande de l'énergie de passer à travers les écrans, ça demande de l'énergie. J'ai juste vu un joueur qui était cuit à la fin, et qui à un moment, et en plus de ça, une fois que t'as la balle, donc t'as déjà perdu entre 5 et 7 secondes, derrière, il faut que tu joues ton pick and roll ou ton 1 contre 1, ce qu'il a parfaitement fait. Et il faut que tu sois lucide sur soit je tire, soit je vais chercher l'extra passe, etc. Ce qu'il a fait. Donc, j'ai trouvé un joueur qui était simplement cuit, en fait. Tout simplement. Ok, côté Fener, du coup. Côté Fener, ils ont fait un match structuré. Ils ont fait un match structuré à leur image. Ils ont commencé un peu doucement parce que Monaco était bien en place. Mais au fur et à mesure, leur défense s'est installée. Ils ont pris des rebonds. En fait, toutes les qualités du Fenerbahçe qu'on a pu voir au long de la saison et notamment sur la deuxième partie de saison se sont révélées durant ce Final Four. Peu de pertes de ballon, ils perdent sur ce match-là 9 balles. T'as vu le nombre de passes D quand même ? 9 balles pour 20... Non, 7. 7 passes D. 7 passes décisives. Mais c'est pas une équipe qui se fait beaucoup de passes à la base. Hein. Mais par contre 9 pertes de balles, donc t'es sous la barre des 10. Donc c'est plutôt bien. À un moment, ils étaient à 4 ou 5 pertes de balles maximum. Je crois que c'était dans le 3e quart ou 4e quart-temps. Donc voilà, une équipe qui perd peu de ballons, une équipe qui prend beaucoup de rebonds. 38 rebonds contre 36, mais notamment offensif. Il y a 15 rebonds offensifs pour Monaco. Et 14 pour le mais Fener. Monaco a pris aussi beaucoup de rebonds. Bien sûr, ils ne se sont pas fait casser la gueule comme le Fener a l'habitude de faire, mais par contre, ils ont eu des rebonds qui leur ont fait du bien sur des deuxièmes possessions et sur des N1. Donc pour moi, le Fener a joué le jeu qu'il fallait. À la tête de cette équipe-là, Yassi Kivesius a montré pourquoi il était ce coach. Il a montré des adaptations, il a fait un choix. Et ça, je suis content parce que souvent, on dit, si tu dois perdre, fais un choix. Soit je me fais tuer à 3 points, soit je me fais tuer à 2 points. Voilà. C'est pas je prends 3 points, 2 points et tout ce qui se passe. Il a fait un choix, il a dit, si on doit perdre, c'est pas Mike James qui va nous tuer, ce sont les autres qui nous tueront et vous devrez mettre les tirs. Spoiler, il a gagné tout ça, il a réussi à montrer que il n'allait pas perdre. Malgré un Nigel Davis très très maladroit, il a réussi à avoir des lancers francs. Malgré un Biberovic qu'on a moins retrouvé, moins sur l'adresse, etc. Il a été sur 0 sur 3 points, et défensivement on l'a moins retrouvé aussi je trouve, mais Devon Hall a fait une super partie. Ouais. Et moi je veux tirer un chapeau avant d'aller sur Goodrich à Wade Baldwin, parce que... Parce qu'il se fait exclure ? Non, pas parce qu'il se fait exclure, mais parce que toi, t'es un haters. Et c'est un joueur que j'aime bien, que j'aime vraiment, vraiment bien. Et il a mis des tirs qui faisaient mal. Il a toujours mis des tirs durant la rencontre qui faisaient mal. Un tir à mi-distance. Comme contre Paris. Hein. Exactement. Un tir à mi-distance. Un tir à 3 points. C'est pas un très grand shooter à 3 points, mais tu le laisses ouvert, boum. Il en met un autre à un moment, il arrive en transition, il est tout seul à 45, boum, ça tombe dedans. Et à chaque fois, dans des moments où le Fener en a besoin. Donc bravo monsieur, il a enfin son premier titre, si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il n'était pas là quand le Maccabi a gagné, il n'était pas là du tout. Donc il a son premier titre, bravo monsieur, et on peut aller sur Marko Guduric. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Mais... tu vois, on parlait tout à l'heure du Pana l'année dernière, et je te disais, au bout d'un moment, il faut que tu aies les joueurs aussi qui soient capables de te mettre des gros tirs. On parle de Monaco. Oui. Qui aujourd'hui à Monaco a mis des gros tirs, à part Mathieu Stradel qui met un tir à 3 points dans le corner, qui redonne un peu espoir. Sinon, est-ce que tu as une image de quelqu'un qui met un gros tir à Monaco ? Moteunas, il a fait une grosse action. Ouais, d'accord. Les seules actions d'impact en deuxième mi-temps de Monaco, c'est sur du rebond offensif, c'est sur du combat, sur des trucs. T'as personne qui a, au bout d'un moment, a réussi à prendre un peu feu ou mettre un gros tir et relancer le momentum de son équipe. Et aussi, dans ce que je disais, dans le body language de Monaco, tu voyais qu'il y avait une différence. Ouais. À l'inverse, on a parlé d'Evon Hall. Énorme step back qui fait passer le Fener, je crois, à plus 7 à un moment, plus 5 ou plus 7, qui crée un premier écart. Et t'as Guduric qui te met 2 tirs de killer. Et Guduric, de toute façon, moi depuis que je suis l'Euroleague et que je vois les compétitions internationales, et souvent je vois les Serbes qui jouent contre les Américains, bon, même si Guduric il a fait un peu d'NBA, Memphis Grizzlies et tout, en plus en équipe de Serbie, t'as Bogdanovic, t'as Abramovic qui a pris de la place et tout, donc Guduric a moins de responsabilité, mais tu sais que c'est un mec, en plus il avait fait une demi-finale un peu caca, il avait à cœur de se racheter. Il s'est racheté bien. C'est un killer. Ce mec-là, c'est un killer. Le dernier tir qu'il met là, c'est sur Daniel Theis. Sidestep, 1 mètre derrière la ligne, le tir est contesté. C'est pas un tir ouvert, hein. Il a pas fait un step back à la Elio Kobo où t'as vu, il arrive à faire 3 pas en arrière. Le tir est contesté, il le met.
Voilà. Le Fener a mis les gros tirs. Le match se joue à rien. Franchement, le match se joue à rien. À la fin, il y a 11 points, mais parce qu'il y a le jeu des fautes, etc. Mais le match se joue à rien. Et Devon Hall et Guduric ont dit « Ok, voici nos testicules. Nous les posons sur la table. Faites-en ce que vous voulez. Nous, on va aller mettre la balle dans le panier. » Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et de l'autre côté, Monaco a essayé d'insister. Tu vois, j'ai été un peu déçu Sur le pick and roll, c'était très bien défendu puisqu'ils switchaient. L'avantage quand tu switches, c'est qu'en fait, tu crées pas de décalage. Tu switches, ok, déjà, il n'y a pas d'aide défensive. Tu n'as pas de troisième défenseur qui rentre. Donc déjà, tu peux quand même couper plus ou moins les autres joueurs du ballon. Et en plus de ça, tu n'as pas vraiment de décalage comme sur un step ou etc. avec quelqu'un qui est en retard sur la descente du grand. Et à partir du moment où, comme tu as dit, tu fais un choix sur derrière le switch et le mismatch que ça va apporter, en fait, c'est tout bénef. Donc, c'était très très dur pour Monaco. Et puis encore, à mon avis, la consigne pour Nicolo Melli ou Kemberch, etc., quand ils switchaient sur les extérieurs de Monaco, c'est ne les laisse pas tirer à 3 points. T'inquiète, t'auras de l'aide derrière, laisse-les driver. Et donc, on a vu, même sur les switches, à aucun moment, Monaco a eu des tirs ouverts à 3 points. Ils n'ont pas su créer de décalage avec du dribble, de kicker, etc. Donc franchement, sur la deuxième mi-temps, j'ai vu vraiment une équipe mieux coachée. Et on adore Spanoulis, hein. Mais on a vu une équipe mieux coachée. Donc, moi qui ai beaucoup tiré sur Jasikevicius, je vais quand même dire, à l'inverse d'Ataman, là je l'ai vu faire des adaptations. Je l'ai vu et tu vois, je me suis même dit ça quand j'ai regardé le match, c'est que c'est un coach, il est jamais content, frère. Même quand ses joueurs mettent des tirs à 3 points, il est en train de les engueuler et tout. Mais je dis pas que forcément moi c'est comme ça que je coacherais ou que j'aimerais être coaché et tout. Mais je pense que si aujourd'hui le Fenerbahçe a eu cette rigueur offensive sur la demi-finale d'attaquer les points faibles du Pana, cette rigueur défensive de switcher à chaque fois, d'être prêt pour couper la balle, on a rarement vu une équipe avoir autant de mal à mettre la balle à l'intérieur sur un mismatch, c'est grâce à les équipes. Voilà, c'est parce qu'il insiste. Ah oui, ok, on a fait un stop, mais toi t'as pas fait la rotation, etc. Et là on l'a vu à la fin être très proche et je pense que ces joueurs l'adorent. Tu peux enfin dire la patte Jasikevicius ou... Bien sûr. Ah, enfin. Bien sûr. Non, parce que toi, toute la saison... Non, mais l'année dernière, parce que quand il a repris l'équipe, je rappelle, Itoudis avait déjà fait du très bon travail. Voilà. Maintenant, Jasikevicius, que ça soit contre Paris, même si en face, il n'y avait pas le même effectif, contre le Pana ou contre Monaco, il a outcoaché tout le monde. Moi, je peux rien dire. Quand tu peux pas me dire l'année dernière, j'ai vu la patte Ergin Ataman. Kostas Lucas, il prend des tirs à 3 points derrière la ligne, Kendrick Nunn, il met des tirs à 3 points de fou. C'est quoi la patte Ergin Ataman ? La patte Ergin Ataman, c'est booster les joueurs, les motiver, leur donner un regain d'énergie. Tu vois Rancho qui apporte alors qu'il a été nul toute la saison, tu vois des mecs comme ça, etc. Mais là, je suis désolé, tu ne peux pas voir, si tu connais un minimum le basket, ce que Jasikevicius a apporté à cette équipe. Donc bravo au Fenerbahçe, bravo à Jasikevicius, bravo à Samet. Moi, je suis un peu triste pour Monaco, parce que toute l'année, je les ai mis depuis que Spanoulis est arrivé, je les ai mis très haut. Trop haut. Est-ce que c'est trop haut ? Ils sont en finale aujourd'hui, ils ont passé l'Olympiakos. Trop. Non mais même quand on a des échanges entre nous, avec les gens, tu dis « Ah, moi je les vois prendre le titre, etc. » Trop haut, je pense. Attends, Brad, ils sont pas si loin de prendre le titre, ils en prennent pas 20 en finale. Oui, d'accord, mais ça c'est comme l'argumentaire. Oui, ils en prennent pas 20, mais que tu perdes de 1 ou tu perds de 50, t'as perdu, c'est la même chose. Alors, t'as perdu. Je suis désolé. Aujourd'hui, moi j'ai dit, Monaco, je les vois prendre le titre. Oui. Tu me dis, je les vois trop haut. Trop haut. Donc en fait, mais tu vois tout le monde trop haut dans ce cas-là. À moins que tu prévois que seul le Fener peut prendre le titre, tu vois l'Olympiakos trop haut. Ils ont quand même battu l'Olympiakos. Oui, et bravo. Ils ont sorti le Barça. Toi, tu disais que ça allait parler espagnol au Final Four. Ils ont sorti le Barça. Et ils ont sorti. Donc toi, tu les voyais beaucoup plus bas que moi, je les voyais haut. Je sais pas que je les voyais plus bas, c'est que regarde, on parle 1, 2, 3, 4. On doit parler du Barça. Ils battent le Barça d'un point. On a vu la série. Merci, on a vu la série. T'as vu la série ? Ils mènent 2-0. Ils menaient 2-0. Ça va au match 5 et ils sont à un tir de se faire sortir par Kevin Punter. Je croyais que ce qui comptait, c'est de gagner. Et ils sont à un tir de se faire sortir par Kevin Punter. Et en plus de ça, c'est parce que Mike James il met un super double pas. Ils sont déjà à la limite. Le match contre l'Olympiakos, il n'y a rien à dire. Ils les ont tabassés. L'Olympiakos a sous-performé. Mais Monaco a fait un excellent match. De très grands garçons. Il n'y a rien à dire. Ils ont été plus forts. Mais aujourd'hui, tu vois, sur la finale, et tu disais Monaco, moi je te l'ai dit, je vois pas Monaco gagner ce match-là. Et prenez, le Fener a gagné, mais pas parce que Monaco n'est pas capable.
j'ai la sensation qu'il leur manque encore des choses. Toi, tu les as vus trop haut. À aucun moment, je les voyais gagner. Par contre, j'ai dit, s'ils ont une chance, mais ils peuvent. C'est cette année. Là, quand t'as regardé le match, là, oui. Tu te disais pas à un moment ils peuvent gagner. Mais je te disais quoi? À ce moment je te dis. Regarde, ils étaient à combien? Ils étaient à plus 4-5. Le Fener tirait à 0 sur 60 000. C'est jamais bon signe, ça. Bien sûr. C'est jamais bon signe quand t'as une équipe qui arrive pas à mettre un tir extérieur et qui est juste à 3-4 points de toi, ça veut dire que le moment où ça tombe dedans. Mais t'as aussi vu la demi-finale. Bien sûr. L'Olympiakos tirait à 0 sur 60 000. Monaco était seulement à plus 5, plus 7 à la mi-temps, un truc comme ça. Et ils ont pris le match. Donc aussi, quand tu vois 2 jours avant Monaco gagner un match comme ça, tu te dis, ok, ils peuvent le faire. Bien sûr. S'il y a aussi un truc, c'est que les fautes d'Alpha Diallo ont fait beaucoup de mal, parce que tu finis le match sans ton meilleur joueur clairement sur le Final Four. C'est vrai. Moi, je trouve un peu... je vais pas dire hypocrite, je suis fatigué, je vais pas chercher le terme, mais dire que je les ai vus trop haut alors qu'ils échouent dans le 4e quart-temps, il y a encore un moment où il y a 5 points d'écart que tu perds de peu en finale. Mais c'est pas trop haut. T'es arrivé en finale, c'est pas le Partizan. Le Partizan, tu peux me dire, je les ai vus trop haut. Oui, mais ça, je te dis. Non, mais ça, d'accord, je veux bien. Et je les ai vus top 6, ils ont même pas fait les playoffs. D'accord. Et tu me dis Monaco, j'ai dit Monaco, je les vois prendre le titre. Tout peut se passer sur un match, ils vont au final. Mais t'as le droit je les vois pas trop haut. Pour moi, on les a vus trop haut. Dites-nous en commentaire si vous pensez que j'ai vu Monaco trop haut. T'as autre chose à dire? Non. Ouais, c'est mieux. Hein. Charme là un peu là. Ouais. Je me vénère. Fou, Rapidement, du coup, le MVP de ce Final Four, c'est Nigel Davis. Non, le vol du MVP. Ouais. Le un vol. peu comme l'année dernière. Hein. Même si Soukas avait fait une énorme finale, c'était quand même Mathias Lessort qui méritait, je pense. Le vol du MVP. Mais ça avait moins dérangé. Oui. Mais là, je suis désolé, on a regardé le match. Oui, Kendrick Nunn, il fait 30 déballes parce qu'il met beaucoup de lancers et qu'il prend 9 rebonds. Kendrick Nunn, hein. Nigel Davis. Nigel Davis, pardon. Il fait 3-11 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points. Et sur la... il a mis des lancers, quoi. Oui. Mais il n'a pas pesé sur la rencontre. Et surtout, quand tu Il a pesé, mais il n'a pas pesé comme il l'a fait d'habitude. Il n'a pas pesé autant que Devon Hall sur le Final Four. Je suis désolé. Ou alors, tu dis MVP de la finale. C'est ça. À la limite, je peux l'entendre. Mais quand tu vois déjà la demi que Nigel Davis fait, tu l'as dit, mais 7 points. Alors que Devon Hall est exceptionnel des deux côtés du terrain. Ou même tu le donnes à Guduric, parce que Guduric il met les daggers, mais sur le Final Four, c'est clairement Devon Hall. Et qui l'eût cru quand ils ont signé Devon Hall, alors que tu signes Bonzi Colson, tu signes Wade Baldwin, etc., que c'est lui qui va t'apporter des minutes de qualité comme ça. Franchement exceptionnel. Trop beau avoir joué ce joueur, j'aime trop. Ouais, donc voilà un peu pour le Final Four. On fait les quelques news. Allez, quelques transferts. News. Yes. Alors les news qui sont pas des bonnes news. Donc c'est pas encore officiel, mais c'est des trucs qui sont quand même apparemment quasi officiels. La première news, c'est que TJ Short quitterait le Paris Basketball. T'as dit quoi? Et blanc? Blanc. Ses propos n'engagent que toi. Quitterait le Paris Basketball pour signer au Panathinaikos. Qu'est-ce que tu penses de ce move? Voilà, ce que j'en pense. Franchement, TJ Short sur Ernie Ataman, j'ai absolument aucune envie de voir ça. J'espère que c'était une fake news. Ça n'a pas l'air d'être une fake news. Ça n'a pas l'air, mais... En fait, oui, pour le Pana, c'est bien. Parce que bien sûr, tu récupères TJ Short, tu as besoin d'un créateur, c'est-à-dire que tu seras obligé de défendre sur les deux. Et Kendrick Nunn et TJ Short, tu peux pas les laisser ouverts. Donc pour le Pana, c'est bien. Pour la carrière de TJ Short, je sais pas si c'est forcément bien. Parmi toutes les équipes qu'il y a dans cette Euroleague-là, c'est peut-être une des seules. Non, j'en ai 2 autres quand même, où j'aurais détesté le voir, donc je sais pas si c'est signé encore, on verra. En tout cas, sur les équipes top 5 historiques, moi c'est la dernière équipe où j'aurais voulu. Ouais, au Pana, franchement, voilà, je suis un peu déçu. On verra bien ce qu'il en est quand ça sera officiel, mais bon, voilà. Après, on verra l'effectif qu'ils auront l'année prochaine, mais j'avoue que je suis pas... En fait, il va faire son trou, il fera son trou, il fera ce qu'il sait faire, mais je sais pas, j'aime pas. Pour moi, en fait, la question que je me pose, c'est t'as l'Olympiakos qui jouait avec Thomas Rekup a été blessé toute la saison, c'est pas un vrai créateur. T'as Nigel Williams-Goss qui, on va y venir, va sûrement partir, et à la base c'était un mec que tu voulais laisser partir, sur qui tu comptes pas. Donc il y avait vraiment un besoin sur le poste de meneur à l'Olympiakos. Au Real, autant pendant la saison, on en avait parlé pour Malédon, j'ai dit pourquoi tu vas jouer derrière Campazzo, autant quand je vois la saison que Campazzo a fait, il y a de la place. Ok. Au Barça. Ils ont prêté au Malédon. Pas pour l'instant, c'est pas officiel. Mais bon, ça fait 6 mois que. Non, là j'ai vu il y a 2 jours, comme TJ Short. Moi j'ai pas vu
officiel comme TJ Short en tout cas. Bah ouais. Mais oui, ok, Théo Malédon. Je préfère avoir TJ Short que Théo Malédon quand même. Hein. Ensuite, le Barça, il n'y a pas de meneur. Tu joues avec Juan Núñez. La Provitola n'est pas un vrai meneur. Donc tu avais de l'espace ici aussi. Je trouve ça dommage, tu vois, j'aurais mieux vu dans ces équipes-là. Après, comme j'ai dit à Tyson Ward lors de l'interview, personne ne va en vouloir à TJ Short de partir. C'est juste que le choix du Pana m'interroge, d'autant que je déteste Ergin Ataman. J'en profite, petite parenthèse, interview de Tyson Ward qu'on a fait jeudi, donc avant le Final Four, qui sortira mardi sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un like, mettez un pouce, toujours dans le fiac de Brad, hein, vous connaissez. Non. Rendez-vous mardi, ça sortira mardi à midi. L'interview de Tyson Ward, on a parlé une quarantaine de minutes. Et du coup, on a parlé un peu de toute la saison du Paris Basket, de TJ Short, de son avenir à lui. T'as dit quoi ? C'est trop bien ça. Ouais. Donc voilà, vous allez voir mon niveau d'anglais. Bon, au début, ça bégaye un peu, mais après, ça va. Autre news. Pareil, puisqu'on parle de Tyson Ward, la transition est toute trouvée. Tyson Ward aurait signé à l'Olympiakos. J'aime bien ça. De toute façon, ça faisait plusieurs semaines qu'on en entendait parler. Ça, j'aime bien. Dans un profil pour remplacer un peu Papa Nicolau. Enfin, parce que Papa Nicolau, même si c'est l'enfant un peu du club, il n'a pas fait une saison exceptionnelle non plus. Ou en backup de Papa Nicolau, mais je veux dire, je pense qu'il peut avoir des responsabilités sur le poste 3. Ça, j'aime trop ça. Donc voilà, ça va être intéressant. C'est pareil, personne ne lui en veut. Et là, pour le coup, c'est un choix que je trouve très intelligent, très pertinent, intelligent. Avoir Silbarzo Cáceres, parce que quand même, là, c'est une contre-perf de sortir de cette manière en demi-finale de Final Four. L'Olympiakos, pareil, qui devrait perdre 2 joueurs. Donc on l'a dit, Nigel Williams-Goss, qui est pressenti à Kaunas. Et qui devrait prendre dans ses valises Moses Wright. Alors, autant Nigel Williams-Goss, c'est un joueur que j'adore. Autant, c'est pas vraiment un besoin que t'avais. Enfin, on va dire. T'avais Sylvain Francisco. Bon, c'est bien, là, t'as une rotation à la main qui est très solide. Autant Moses Wright, ça j'aime bien. 3e pivot d'une équipe, on l'a vu quand il jouait, quand il avait du temps de jeu. Il bousille. Là, il a fait un gros match sur le match de la 3e place. Biroutis, tu vas gentiment aller t'asseoir. Brian Dustin, tu vas gentiment aller finir ta carrière avec les 7-8 minutes où tu vas apporter du rebond offensif et des coups de coude. Mais voilà, je suis très hypé par l'axe Sylvain Francisco, Moses Wright. T'as raison, mec. Plus que Teodosic, Mike Tobey, ça c'est sûr. Mais très bon choix, mec. Belle recrue si ça se fait pour Kaunas. Est-ce que j'avais vu d'autres choses ? Toi, t'as vu Malédon, un truc. Malédon au Real, apparemment. Non, c'est tout, voilà. Et puis voilà, on est pas mal pour sur les news. On l'a dit, Mirotic, je l'ai pressenti à Monaco, mais ça n'a pas bougé depuis que ça a été annoncé, un peu en rumeur il y a 2-3 semaines. Donc voilà, ça commence à bouger. La saison Euroleague est officiellement terminée. Maintenant, commence... il reste les championnats domestiques et commence la saison des transferts aussi sur les gros marchés Euroleague. Petit mot de la fin sur cette saison de QLS. Si je mets une note sur la saison... On est sur First Team ici. Déjà, j'ai remarqué, tu pompes trop les expressions de Erwan. Quelle expression d'Erwan ? Genre, crise d'adresse, il se met des pelés défensifs. Crise d'adresse, c'est dans le basket, c'est normal, t'as des crises d'adresse des fois. Ah ouais ? T'as déjà entendu quelqu'un dire ça, toi ? Des crises d'adresse ? Des crises d'adresse ? Mais bien sûr. Pour dire que tu mets des tirs ? Une crise d'adresse ? Ouais. Mais bien sûr que oui. Ah ouais, t'as déjà entendu un coach ou un mec dire « Attention, il a une crise d'adresse ». Bah oui. J'ai jamais entendu ça de ma vie, ça fait 20 ans que je joue au basket en Mais Ile-de-France. Je dis il est on fire, il est chaud, il a la main chaude, etc. Oui. Crise d'adresse, pour moi tu me dis, si j'écoute pas First Team, tu me dis, t'as une crise d'adresse, ça veut dire que tu mets pas un tir. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Quand je mets pas un tir, je dis je suis dans un trou. Pelé défensif, t'as déjà dit ça, toi ? Ton coach t'a déjà dit, mets-toi une pelé défensif ? Mais ça, mais une expression. Non, deux, frère. Vas-y, trouve ton identité, mec. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Voilà. Laisse-moi, mais il faut mets ton pouce dans ton fiac. Mais je vais trouve ton identité. Putain, on a des problèmes. On n'est pas First Team. De toute façon, mais c'est quoi le rapport ? Non mais parce que... Pourquoi je pense à ça ? Mais oui, c'est... En fait, parce que t'as dit, mettez une note sur la saison. Ils ont fait ça, là, il y a 2 semaines. Une note sur la saison. Mais tu sais que je pensais même pas à ça, en plus, parce que tu m'as dit... Mais en fait, t'as un problème d'identité, en fait, c'est ça ? Non, moi, Ah ben donc voilà, qu'est-ce qui t'arrive ? Non mais c'est juste que j'ai remarqué. En fait, c'est juste que c'est des expressions que je n'entends qu'une seule personne dire, et ça fait 20 ans qu'on se connaît, t'as jamais dit ça, sauf maintenant. Non, c'est pas vrai, mais bref, on a joué ensemble, tu m'as jamais dit, vas-y Ozan, mets-toi une pelée défensive. Mais ça, je viens de te dire oui. Même mais une crise d'adresse, une crise d'adresse, je le dis tout le temps. T'as jamais dit ça, vas-y, c'est pas grave. Ok, bref. Du coup, la saison...
Elle était plutôt bonne. Elle était plutôt bonne. Comme je disais, non, j'ai pris beaucoup de plaisir encore sur cette saison. On a vu plutôt des bons matchs. Il y a eu des équipes qui nous ont un peu déçus. Le Real. Tous Matteo. Il a Le toujours pas Real. été viré. Il a toujours pas été viré d'ailleurs, c'est vrai. Non, mais donc voilà, les équipes qui ont été un peu décevantes. Le Real, pour moi, de mon côté. De ton côté, je pense que le Partizan était une déception aussi au vu de ce qu'ils ont fait Oui et non. cette année. Oui et non. Moi, je les attendais pas. Donc du coup, je suis pas C'est une déçu. équipe qui a changé 13 de ses 14 joueurs. Ils ont quand même eu un passage où c'était bien. Après, de manière réaliste, l'Euroleague c'est tellement chaud gros pour arriver en playoff. Oui, de toute façon, moi j'y croyais pas déjà, donc moi c'est réglé. Mais donc non, je suis plutôt content de la saison, je suis plutôt content de comment on l'a couverte, c'était plutôt cool. On a C'est envoyé... plus ça ma question. Ben oui, mais mec, Tranquille mec. toi t'es un mec, t'es agité, Non, regarde, je suis parfaitement t'es calme. trop agité. Du coup, On l'a bien couverte, t'as voilà. ressenti la saison de QL, je t'ai dit. Je t'ai pas dit la saison Euroleague. Hein. Ben oui, du coup on a commenté l'Euroleague, donc Non, on a aussi commenté les fenêtres internationales. c'est vrai. Donc non, j'ai bien ressenti, c'est bien mec. T'as bien ressenti, hein. J'ai bien Comme quand ressenti. les gens mettent des pouces. Là, tu ressens bien. Hein. J'ai bien ressenti, non c'était cool, c'était sympa. Mais Ok, bon, bon. on va acheter des micros aussi. Alors, déjà, j'ai acheté une nouvelle lampe, donc t'es censé acheter un micro. Chiche. Achète un cadre, parce que, encore désolé, hein, mais bon. C'est bon, voilà. C'est bon, on va faire une installation. C'est bon, moi. moi. Après. Bref, moi je vais quand même dire à la saison. Déjà, merci à tous ceux qui nous ont suivis fidèlement, on va dire. On n'a pas une audience de fou, mais il y a souvent les mêmes personnes qui commentent, et ça fait plaisir. Les gens qui nous parlent d'Euroleague, ça fait plaisir. Merci au COP Parisis, parce que déjà, cette année, si on a pu vivre l'Euroleague à Paris, Grave. bah, c'est grâce à l'abonnement COP Parisis, parce que je ne me serais pas abonné au tarif du Paris Basketball. Donc merci au COP Parisis. Merci à Redouane, qui m'a bien aidé avec ses accréditations aussi, qui m'a permis de voir 2 matchs, les mains, 2 matchs en courtside, enfin pas en courtside, mais en mode photographe. Donc ça, c'était lourd. L'ambiance était lourde aussi, c'était quelque chose qu'on attendait de pouvoir voir des matchs d'Euroleague, voir les grosses équipes venir, même si on jouait encore au basket, donc on peut pas forcément venir à tous les matchs parce qu'on est en entraînement, mais ça c'était incroyable. Ce que j'ai kiffé aussi cette année, c'est de faire 2 interviews que j'ai pu faire en face à face, parce que c'est vrai qu'on avait fait Mathieu Strazel et Isaac Ordinier. Isaac Ordinier, malheureusement, l'interview était hyper intéressante, mais comme techniquement on n'est pas encore au point, bah, y a un peu un problème son. Là au moins j'ai fait 2 interviews en face à face, une avec Tyson Ward, une avec Yacouba Ouattara. C'était lourd, donc n'oubliez pas, mardi midi, il y a l'interview de Tyson Ward. Et voilà, franchement ça fait kiffer. Merci, même si on fait pas, comme je l'ai dit, des stats, on a quand même doublé voire triplé notre nombre de vues par rapport à l'année dernière. J'espère que ça continuera à grandir. J'espère que nos analyses vous plaisent, que quand vous nous écoutez, bah, vous passez un aussi bon moment que nous on passe quand on débriefe, parce que comme on l'a dit, nous à la base on n'est pas journalistes, on est juste des mecs qui font le basket, on est des mecs qui peuvent débattre pendant des heures sur le basket. Comme je dis, on va mettre une caméra et des ring lights et on va en parler, et s'il y a des gens qui veulent partager ça avec nous, bah voilà. Donc franchement c'est cool. L'année prochaine on va continuer, ça c'est sûr. Alors peut-être que ce sera un peu différent, notamment on couvrira sûrement pas toutes les équipes, parce qu'apparemment l'Euroleague va passer à 20 équipes. Ça y est. On va pas regarder tous les matchs. Enfin, on va peut-être regarder tous les matchs, mais on n'en parlera pas parce que sinon ça va faire des émissions de 2 heures. On essaiera de faire d'autres interviews. Là, en plus, on a ouvert un peu le champ des possibles puisqu'on fait des interviews en anglais. Je tiens aussi à remercier Brad parce que bah, c'est vrai que sur les interviews, ils m'aident sur les questions, même si toutes les interviews, c'est moi qui les ai faites. Bah, toi, tu m'as aidé sur les questions, etc. Maintenant, Brad, tu dois acheter un micro, enfin des micros, parce que bon. Voilà. Regardez le studio l'année prochaine. Ok. Ouais, normalement, on aura un canapé, ça sera un peu mieux. Regardez. Ici, peut-être il y aura des trucs si jamais on fait ici. Ouais, regardez. Stark ira mieux aussi, je pense. Donc voilà, un peu le mot de la fin. Écoute. Ah oui, moi je serai aussi sur les phases finales, sur certains quarts de finale, demi-finale et finale de l'Eurobasket en Lettonie à Riga en septembre. Donc potentiellement, on pourra faire aussi des petits contenus sur ça, parce que de toute façon on couvre aussi les trucs internationaux, et qu'il y aura à mon avis pas mal de mouvements sur le marché Euroleague. Donc voilà, merci à tous, merci à toutes. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo et dans le fiac de Brad. Non, c'est bon, ça y est, ça, faut laisser. Commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de la saison, dites-nous si vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Encore une fois, on n'est pas professionnel, on est au début de l'aventure QLS. Et il faut leur dire cet été. Non, cet été, il faut leur dire. Faut leur dire quoi? Il y aura un best-of.
Il y aura un Si best-of. tu le fais. Il y aura un Il y aura un best-of. best-of, Je suis parce que- dessus là. Ah, Il y a, t'es dessus? il y a un best-of de Il faut se QLS. retaper tous les QLS. Pas tous, mais en tout cas, genre, beaucoup, il y Ouais. aura un best-of. Parce qu'il y a des moments, c'est trop drôle. Il y a des moments, c'est trop drôle, en effet. Donc, Il y aura un il y aura best-of. un best-of qui sortira. Des moments un peu coquins. Les fous rires. Voilà, de QLS. Merci à tous. Pas la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce qu'on fera une prochaine vidéo, mais à bientôt. Bye, thanks.